Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce midi découverte du Cégep de Thetford. Donc, mon nom est Sarah-Anne Hébert-Leclerc. Je travaille pour le bureau de la recherche au Cégep de Thetford. Aujourd'hui, on fait une rencontre en mode hybride. Donc, c'est pour ça que vous voyez la caméra derrière vous. On diffuse, donc la présentation a lieu au Cégep de Thetford, puis on diffuse également sur Teams via la fonction webinaire. Donc, merci à tout le monde d'être présent. Donc, aujourd'hui, la présentation va être enregistrée. Si on vous voit sur l'enregistrement, ça va être seulement vos derrière de tête. Puis, si vous posez des questions à la fin de la présentation de Claude. Pour ceux qui sont en ligne, vous pourrez utiliser la fonction questions-réponses dans le chat. Stéphane, mon collègue, va pouvoir me donner un coup de main pour gérer les questions. Pour les personnes en présence, à la fin de la présentation de Claude, vous pourrez poser vos questions. Il va juste falloir que vous ayez en main le petit micro. À part de ça, je pense qu'on est rendu à présenter Claude, notre présentatrice d'aujourd'hui. Donc, Claude détient un bac en géologie, une maîtrise en hydrogéologie et un diplôme d'études supérieures en gestion de l'environnement. Elle a été géologue en exploration minière pendant 5 ans, puis ensuite, elle a travaillé comme chargée de projet en caractérisation et en réhabilitation des terrains contaminés. Elle est spécialisée en géologie, géochimie et minéralogie. Maintenant, elle travaille depuis chez Coalia, elle travaille depuis 2022 chez Coalia comme chargée de projet. Puis, ses travaux se concentrent principalement sur le développement de méthodes de caractérisation des matériaux et de caractérisation des minéralogiques, ainsi que la valorisation de résidus miniers et la gestion de l'amiante. Donc, je te laisse la parole, Claude, puis merci d'être présente aujourd'hui pour nous parler de tes projets de recherche. Merci, Sarah-Anne. Merci de l'invitation. Puis merci de votre présence à tous, les gens qui sont dans la salle et les gens qui sont en ligne. Le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille là-dessus. Puis le projet s'intitule L'impact des résidus miniers amiantés sur le milieu aquatique. Donc, les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui bénéficient d'un octroi des fonds de recherche du Québec, du secteur santé, ainsi que l'Observatoire national de l'amiante dans le cadre du premier appel à projet TARMAC, Transition appuyée et acceptable pour les résidus miniers amiantés au Québec, dont je tenais à le mentionner et à les remercier du support financier. Je voulais également prendre le temps de remercier tous les gens qui travaillent avec nous, qui ont collaboré et qui collaborent de près et de loin à ce projet-là. Évidemment, je ne suis pas toute seule j'ai pas été toute seule à monter le projet. Je ne suis pas la seule à le réaliser non plus. Donc, les co-chercheurs, Gabriel Bossé, qui est chercheur au Centre de recherche Cerveau, affilié à l'Université Laval. On a Félix-Antoine Bérubé-Simard, qui est chercheur chez Bioptère, qui est affilié au Cégep de la Pocatière. Il y a Kathleen Gay, qui est co-chercheuse aussi au projet, qui collabore avec moi chez Coalia. Il y a toute l'équipe technique, les techniciens qui travaillent sur le projet, les étudiants qui travaillent sur le projet, puis aussi les collaborateurs. Donc, sans tout ce monde-là, les travaux que je vais présenter, ce ne serait pas possible. Donc, je voulais les remercier aussi et le mentionner. Petit plan de présentation. Donc, je vais commencer par une mise en contexte. Le projet se situe où, puis pourquoi on a présenté ce projet-là. Présenter les objectifs du projet. Je vais beaucoup me concentrer aujourd'hui sur l'approche méthodologique. Donc, c'est des travaux qui sont en cours. Donc, c'est pour ça que je vais vraiment me concentrer sur l'approche méthodologique des travaux qu'on fait. Je vais quand même présenter quelques résultats préliminaires, puis un survol des travaux qui sont à venir dans le cadre du projet. Donc, vous le savez probablement tous, il y a quand même un gros historique d'exploitation de l'amiante au Québec. L'historique commence dans les années 1870, donc on a 150 ans d'activité d'exploitation d'amiante au Québec. Les dernières mines ont fermé en 2012. Donc, on peut s'imaginer que 150 ans d'activité d'exploitation minière vont laisser un passif minier qui est quand même important. On parle dans la région ici de près de 500 millions de tonnes de résidus miniers amiantés qui sont entreposés dans les halles de résidus miniers, puis principalement sur les marges de la rivière Bécancour. La toxicité de l'amiante n'a plus à être démontrée. Donc, beaucoup d'études qui ont démontré les impacts sur la santé de l'amiante.
Toutefois, l'impact sur l'environnement demeure encore inconnu. Il y a des travaux qui se font, mais ça reste encore méconnu, l'impact de l'amiante sur l'environnement. En 2019-2020, le Bureau d'audience publique sur l'environnement a fait des consultations publiques pour faire l'état de lieux puis regarder tous les aspects de la gestion de l'amiante et des résidus miniers amiantés. Le rapport du BAP est sorti en 2020. Il y a des éléments qui sont ressortis, c'est qu'il y avait un manque de connaissances sur le milieu aquatique. Donc, on a fait un survol des travaux antérieurs puis des travaux qui sont faits depuis le BAP là, sur le milieu aquatique. Donc, il y a le GROBEC, le groupe de concertation du bassin versant de la Bécancour, qu'eux font des suivis de la qualité de l'eau et suivi vraiment de l'érosion et de la sédimentation des résidus miniers amiantés depuis 2015. Donc, ils sont très actifs dans le milieu et puis ils ont une très bonne connaissance du milieu. Il y a les travaux de recherche de Jacques Épinitz qui, eux, sont concentrés sur l'aspect sédimentation des résidus miniers amiantés dans le cours d'eau et dans les lacs en aval des halles de résidus miniers. Aussi, suite au BAP, le ministère de l'Environnement a lancé une vaste campagne d'échantillonnage dans le bassin versant ici, mais aussi dans le bassin versant de la rivière Nicolette, qui vise le secteur de Val-des-Sources, pour vraiment faire l'état des lieux, puis voir la qualité de l'eau, physico-chimique, qualité des sédiments, état des composantes biologiques. Ils ont sorti le rapport de l'an 1 de leurs travaux au printemps. Donc, ça présente déjà les premiers résultats de tout ce qui est qualité physico-chimique de l'eau, qualité, concentration dans les sédiments. Il manquait encore l'aspect biologie. Donc, les travaux sont en cours, mais donc ça va faire l'objet d'un rapport subséquent pour présenter les résultats sur les composantes biologiques. Puis enfin, il y a le GROBEC puis l'Observatoire national de l'amiante qui ont fait des travaux pour voir la qualité de l'eau dans les fosses de mines. Donc, on voit, tu sais, beaucoup depuis le BAP qui a vraiment beaucoup plus d'activités. On commence déjà à connaître un peu plus l'impact sur l'environnement, mais on constate qu'il y a encore très peu d'études sur les composantes biologiques. Donc, avec toutes les études qui ont été faites jusqu'à maintenant, on fait certains constats. Le premier, c'est qu'il y a effectivement présence de métaux et de fibres d'amiante dans la rivière Bécancour qui sont fort probablement associés aux halles de résidus miniers. Il y a évidence d'érosion dans les halles de résidus miniers amiantés. On le voit dans l'image ici, on a une belle coulée de résidus miniers qui s'en va directement dans la rivière. Donc, il y a des évidences d'érosion dans la rivière. Il y a des essais de lixiviation qui ont été faits sur les résidus miniers amiantés, mais sont relativement limités. Les essais étaient surtout pour voir la toxicité de l'effluent, pour voir si on avait un drainage, un drainage minier qui va être acide, neutre, basique. Donc, plus pour voir. C'est des essais plus court terme pour voir un peu l'effluent qui sortait de ça. Puis, encore une fois, l'impact sur les composantes biologiques reste encore très méconnu. Donc, l'objectif du projet, c'est d'évaluer l'impact de la présence de résidus miniers amiantés sur le milieu aquatique, mais surtout de le voir un peu en deux grandes composantes. Le premier, c'est de voir c'est quoi la contribution concrètement des résidus miniers amiantés en termes de fibres d'amiante, en termes de métaux. Qu'est-ce qui sort réellement des résidus miniers amiantés et qui s'en va vers la rivière Bécancour? Donc, il y a une partie contribution dans le temps. Puis aussi, quel est l'impact ensuite de cette contribution sur le milieu aquatique? Donc oui, on parle de qualité physico-chimique, mais on parle aussi de la biodiversité microbienne et fongique, ainsi que le comportement et le développement du poisson. Donc, on a deux grandes activités pour le projet. Donc, l'approche méthodologique a ainsi été divisée en deux grandes activités. Donc, pour la partie contribution des résidus miniers amiantés, on est allé chercher des échantillons de résidus qui ont été caractérisés et qu'on fait des essais de lixiviation en cellules humides. Donc, des essais qui durent sur une période de 1 an. Et ensuite, ça va être d'évaluer quel est l'apport en contaminants qui provient de ces résidus-là. La deuxième partie, donc l'activité 2, on regarde vraiment la distribution des contaminants et l'impact sur les différentes composantes. Donc, on est allé échantillonner la rivière. Puis l'intention, ce n'est pas de faire un autre suivi de la qualité de l'eau. Ça, c'est très bien fait par les autres groupes qui l'ont fait. Donc, l'intention n'est pas là.
mais d'aller prélever des échantillons pour voir ensuite, oui, la qualité physico-chimique, mais plus pour voir comment les concentrations qu'on voit ont un impact sur la biodiversité, donc l'activité microbienne et fongique en fonction des concentrations des contaminants, puis aussi l'impact des contaminants sur le développement et le comportement du poisson. Donc, dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'activité 1. C'est les travaux qu'on fait chez Coalia en ce moment. Pour l'activité 2, les travaux viennent tout juste de commencer. On est allé échantillonner cet automne. Donc c'est ça, les travaux là, débutent tout juste, donc ça sera l'objet d'une présentation future. Donc, j'en parlerai pas plus aujourd'hui de l'activité 2, je vais vraiment me concentrer sur l'activité 1. Et avant d'aller plus loin, je sais qu'il y a des gens d'un peu toutes sortes de milieux. Je veux juste prendre une minute pour expliquer c'est quoi, qu'est-ce que j'entends par lixiviation. Pour le dire simplement, c'est une mise en solution. Donc, on va prendre un solide, dans le cas qui nous concerne, un résidu minier amianté, puis on va le mettre en contact avec un liquide. Ça peut être de l'eau, ça peut être un acide, ça peut être une base. Donc, un liquide, on va les mettre en contact, puis on va les laisser réagir. Et ensuite, on va filtrer pour extraire le liquide, que je vais appeler le lixivia. Donc, le lixivia va contenir les éléments et autres produits qui ont été dissous du solide. Donc, puis ce qu'on veut essayer de voir, c'est qu'est-ce que le lixivia contient. Là, c'est expliqué très simplement. C'est une méthode qui est largement utilisée dans plusieurs domaines, mais notamment, ça va être utilisé beaucoup dans le domaine minier pour l'extraction des métaux de valeur. Les procédés hydrométallurgiques utilisent la lixiviation dans les méthodes. Ça va aussi être utilisé dans l'environnement pour vérifier, par exemple, la stabilité d'un sol ou d'un résidu. Dans le cas qui nous concerne, on fait une lixiviation en cellules humides. Donc ça, c'est une méthode normée qui permet de simuler l'effet d'érosion chimique qui se produit naturellement. Donc, la méthode va permettre d'amplifier la réaction de dissolution et de mobilisation des métaux et autres produits qui sont dissous. Puis, ça va permettre aussi de mesurer le taux de libération de ces éléments-là. C'est une méthode qui est beaucoup utilisée en environnement minier pour permettre notamment de déterminer le pH de notre effluent, ce qu'on a un pH acide, neutre, basique, déterminer les métaux et autres produits qui sont lixiviables, donc qui vont solubiliser dans l'eau, déterminer la masse de soluté qui est libérée, puis aussi déterminer le taux de libération des solutés. Donc, pour débuter, la première chose qu'on a besoin, c'est de résidus miniers amiantés. Donc, on est allé échantillonner les halles de résidus miniers amiantés. Là, je n'ai pas de pointeur, là, mais pour ceux qui ne sont pas du coin, la ville de Thetford est dans le coin en haut à droite, puis la rivière Bécancour, d'ici, je peux montrer, là, mais la rivière Bécancour se promène ici, là. Donc, on va vraiment traverser les halles de résidus miniers. Donc, on a sélectionné 2 sites où on voyait qu'il y avait de l'érosion active là, qui se faisait. Dans les 2 cas, on a pris des échantillons composites. Donc, on a prélevé à différents endroits dans la halde. Quand on est revenu au laboratoire, donc on a séché les matériaux, on a homogénéisé. Il y a eu un tamisage qui a été fait pour séparer la fraction 6,3 mm, je crois. Puis ça a été séparé simplement parce que dans la méthode normée, cette fraction-là doit être séparée, n'est pas inclue dans l'essai. Ensuite, il y a eu subdivision des échantillons en lots de 1 kg. Les travaux sont faits sur un lot de 1 kg. Les échantillons ont subi une caractérisation physico-chimique. Donc, on a d'abord fait une distribution granulométrique par tamisage. Au-delà de cette analyse-là, au-delà de connaître la distribution granulométrique, ça nous permet de sélectionner le format de cellules humides qui va être approprié au matériel qu'on a à traiter. Il y a ensuite eu une analyse pour la composition chimique. Donc, on a fait la chimie totale de l'échantillon, puis on a aussi fait une granulochimie. Donc, les fractions granulométriques qu'on a séparées par tamisage, on les a analysées individuellement pour voir s'il y avait des différences dans les fractions granulométriques en termes de composition. Les analyses chimiques nous permettent aussi de déterminer quels éléments on va suivre dans le cadre de notre suivi de lixiviation des cellules humides.
Puis on fait la composition minéralogique, mais c'est pour voir l'échantillon, qu'est-ce qu'il contient en termes de minéralogie, puis aussi pour confirmer qu'on a bien de l'amiante chrysotile dans notre échantillon. Donc, ensuite, selon les résultats de granulométrie, on a sélectionné une cellule de dimension 20 cm de hauteur par 10 cm de diamètre. On a procédé à la mise à jour du système de contrôle de l'humidité pour s'assurer que ça fonctionne correctement pour la durée des essais. On a sélectionné une durée de 52 semaines pour les travaux. Donc, c'est des essais qui durent pour une durée de 1 an. Puis le démarrage officiel a eu lieu le 29 mai dernier, donc ça fait à peu près 6 mois. Là. On est pas mal à mi-chemin dans les travaux. Puis l'image, c'est juste montrer comment on est installé au laboratoire pour ces essais-là. Donc ici, c'est une image un peu plus imagée, là, un graphique un peu plus imagé pour montrer un peu la cellule humide. Donc avant le démarrage de l'essai, la cellule humide a été pesée à sec pour voir c'est quoi son poids initial. On a ajouté un filtre au fond pour s'assurer que le matériel reste en place. Puis, on a ajouté le matériel qui a été mis de manière aléatoire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de ségrégation avant le début des essais là, dans la cellule. Le démarrage se fait par une lixiviation. Donc, chaque lixiviation procède de la même manière. Donc, pour chaque lixiviation, on commence par une pesée. Donc, on va peser la cellule humide avant de faire la lixiviation. Ensuite, on va ajouter 1 litre d'eau déionisée. On va laisser le tout réagir pendant 1 heure. Ensuite, on va récupérer le lixivia et on va le refiltrer avant de l'envoyer aux analyses. Puis, on va faire une pesée finale après la lixiviation. Ensuite, on est dans un cycle hebdomadaire. Donc, à chaque semaine, on refait le cycle. Donc, le cycle commence avec la lixiviation. Le jour 1, on fait la lixiviation. Les jours 2 à 4, on est en cycle sec. Donc, l'air qui rentre, l'entrée d'air, le taux d'humidité est contrôlé à inférieur à 5 les jours 5 à 7, on a un taux d'humidité qu'on est supérieur à 95 donc, ça, c'est le cycle hebdomadaire. Le taux d'humidité est vérifié sur une base régulière pour s'assurer que le système fonctionne correctement. Puis aussi, il y a une pesée qui est faite entre le cycle sec et le cycle humide. Les paramètres qui sont suivis dans le cadre de ces essais-là, de base, on fait pH, conductivité, potentiel d'oxydoréduction sur l'eau déionisée et sur le lixivia. Ça nous permet de vraiment voir les différences entre les deux. On va suivre les métaux dissous dans le lixivia, les ions fluor, chlore, phosphore, sulfate et l'alcalinité. Puis, on va regarder pour la présence d'amiante dans le lixivia. On ne s'attend pas qu'il en sorte beaucoup parce qu'il y a déjà un filtre, mais c'est de voir un peu s'il y a des choses qui passent au travers du premier filtre. Donc, quelques premiers résultats préliminaires. Juste pour vous montrer un peu les tendances puis les premiers résultats qu'on a. Au niveau de la composition chimique, la composition est ce qu'on s'attend pour un résidu mini-amianté. Donc, on est très riche en silice, magnésium, fer au niveau des éléments majeurs. Au niveau des métaux plus traces, on a nickel, chrome et zinc qui sont ressortis. On a des analyses complémentaires à faire là, pour vraiment voir les métaux traces, mais les métaux un peu plus concentrés qui sont sortis sont ceux-là. Au niveau de la composition minéralogique, encore là, j'y vais assez sommairement. Les phases qui ont été identifiées, la chrysotile, l'amiante chrysotile a sorti. On a la lizardite, talc, forstérite, clinochlore, quartz, plagioclase. Encore une fois, c'est des minéraux qu'on s'attend quand même de retrouver là, dans les résidus mini-amiantés. Des travaux complémentaires à faire pour vraiment déterminer les compositions exactes, les proportions exactes des minéraux. Là, je voulais vous présenter là, quand même généralement les phases qui ont été identifiées. Au niveau du suivi, on note qu'on a un pH plutôt alcalin. On est assez stable à un pH 10. Donc, on aurait à faire un drainage minier plus alcalin, ce qu'on s'attendait pour ce type de matériel-là. Au niveau de la conductivité, était très élevé au début, ça va en descendant. Ce qu'on s'attend aussi, la conductivité va nous donner une idée de la charge ionique.
de l'eau, du lixivia. Donc, c'est quand même, on s'attendait à ce que ça diminue avec le temps, au fur et à mesure que la lixiviation avance. Au niveau des métaux, donc les métaux majeurs, silice, magnésium, fer. Donc, on voit vraiment silice, magnésium. Beaucoup le magnésium va lixivier. Le fer, il sort moins. Donc, on est probablement très près de la limite de détection. Ça fait qu'il y a moins tendance à lixivier. Puis, possiblement qu'il y en a, mais qu'on ne le détecte pas dans les analyses. Pour le magnésium, puis on a des tendances à la baisse aussi. Donc, ça c'est ce qu'on s'attendait. Au niveau de la silice, il y en a un peu moins, mais on a quand même des concentrations en silice dans le lixivia. On est plus en dents de scie, donc ça serait de voir est-ce qu'il y a un lien à faire avec un pH ou avec d'autres choses pour voir s'il y a des liens là-dessus. Mais les variations sont quand même très faibles, là. Tu sais, les échelles ne sont pas les mêmes pour chacun des graphiques, donc c'est à faire attention dans l'interprétation. Puis, au niveau des métaux, donc, j'avais mentionné nickel, chrome, zinc. Encore une fois, on a des détections un peu en dents de scie pour le chrome, fait qu'on est, on est proche de la limite de détection. Mais encore une fois, on a des tendances à la baisse, puis une lixiviation de ces métaux lourds-là dans le résidu. Donc, ça, c'est vraiment très sommaire. Il nous reste un bon 6 mois de suivi à faire. Donc, dans les travaux à venir, je l'ai déjà mentionné, optimisation de la caractérisation minéralogique, juste pour bien quantifier les phases présentes précisément. Analyse de l'amiante aussi qu'on n'a pas faite encore sur les filtres qu'on récupère. L'analyse des métrotraces dans les résidus mini-amiantés pour nous permettre de vraiment faire le lien entre le résidu et les concentrations qu'on détecte dans le lixivia. On a la poursuite du suivi des cellules humides pour un autre 6 mois qui va nous amener à la caractérisation finale. Puis ensuite de ça, tout le côté interprétation et mise en contexte des résultats là, pour vraiment être capable de voir si on est capable d'évaluer la contribution concrètement là, des résidus mini-amiantés. Merci. Vous avez des questions? Oui. La deuxième étude porte sur l'étude police. Je vais juste prendre le micro pour que les gens en ligne puissent vous entendre. Parfait. La deuxième étude, est-ce qu'elle porte sur l'étude des cours d'eau comme telle? Je me souviens plus. Là. La partie 2, ça, vous parlez? Oui, c'est ça. En fait, on a prélevé des échantillons dans la rivière, OK. à des endroits stratégiques. Stratégiques dans le sens qu'on on a discuté avec les gens du Gros-Bec qui connaissaient bien le milieu pour s'assurer que les échantillons qu'on prend puissent être mis en contexte avec les autres travaux qui sont faits. Donc, on a prélevé les échantillons pour permettre à nos partenaires qui sont plus en bio de faire les travaux. Donc, on fait de la on a fait les analyses de qualité pour connaître c'est quoi le niveau de concentration des échantillons quand on les a pris. Puis après ça, c'est fait. Les partenaires vont faire leurs travaux sur la microbiologie puis sur le comportement du poisson. Mais leurs essais sont faits à partir d'échantillons qui ont été prélevés dans le cours d'eau. OK. OK. Est-ce qu'on va comparer le profil de l'eau versus l'eau qui a été lixifiée comme telle? Oui. Oui. Puis on peut s'attendre à quel résultat? On a-tu une idée? Pas du tout, hein? Ça, à ce stade-ci, non, je ne peux pas répondre à cette question. C'est bon. Merci. Il y a d'autres personnes dans la salle qui avaient des questions. Oui? Alors, ma question est assez simple. Est-ce que dans les haldes, les haldes que vous avez sélectionnées, est-ce que la longueur de fibre d'amiante résiduelle peut avoir un impact sur le lixivia et sur le résultat dans l'effluent? C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse, mais ça pourrait être intéressant de le vérifier. Je ne sais pas si il y a une différence entre les deux haldes à ce stade-ci en termes de longueur de fibre d'amiante. Donc, je n'ai pas nécessairement la réponse à ce stade-ci, mais c'est quelque chose qu'on pourrait regarder.
La illite que vous avez trouvée dans la minéralogie, là, c'est un minéral d'altération, ça? Fort probablement, oui. C'est un phyllosilicate? Fort probablement, oui. Oui, ben la illite, c'est un argile. C'est ça. Oui, la illite, c'est un argile, donc fort probablement d'altération, soit des plagioclases ou donc oui, probablement d'altération. OK. Je pense pas qu'il soit primaire, là, mais oui. Ça peut pas avoir été mélangé avec d'autres phyllosilicates du groupe des serpentines. C'est vraiment un Ils ont- minéral des argiles. Oui. OK. Ils ont vraiment c'est une analyse au XRD qui a été faite, là, puis là, ils ont des signatures très différentes. OK. Question ici. Salut, s'il vous plaît, excusez-moi, je n'ai pas très bien compris. Vous avez parlé, lors du processus en laboratoire, vous avez parlé que vous faites plusieurs pesées. Je n'ai pas compris bien l'importance ou la finalité de tous ces pesées. Bien, en fait, on fait une pesée avant la lixiviation pour voir. En fait, le but de la pesée, c'est de voir la quantité qui est extraite. Donc, ultimement, c'est ça. Ça, c'est sûr qu'on ajoute de l'eau à chaque fois. Donc, il peut y avoir plus ou moins rétention d'eau, mais on vérifie la quantité. Donc, tout est pesé pour être capable de faire les bilans de masse, en fait, là. C'est ça l'intention des pesées, OK. qui nous permet après ça de ramener ça à l'initiale puis de quantifier qu'est-ce qui sort du résidu. Stéphane, oui, on avait des questions en ligne. Je t'amène le micro. Rapidement, une question en ligne. Avez-vous constaté le colmatage des tamis lors des essais granulométriques avec ce type de résidus? Si on fait un tamisage à sec, non, je ne pense pas, mais les techniciens pourraient me le dire peut-être un peu plus. Mais non, tamisage à sec, non. Pas avec les résidus mini-amiantés. Humide, possiblement, parce que quand on fait, ça a tendance à gonfler. Mais à sec, non, on n'a pas eu de problématique à ce niveau-là. Est-ce que tu avais d'autres questions en ligne, Stéphane? Non? OK, parfait. Est-ce que j'ai bien compris que vous avez homogénéisé des échantillons provenant de 2 halles différentes? On ne les a pas homogénéisés ensemble. Non, On OK. les a mis. Fait qu'on a pris à quelques endroits pour un site, à quelques endroits pour l'autre site. Chacun a été homogénéisé pour s'assurer que chaque échantillon est homogène. Ensuite, c'est ça. Ils ont été tamisés et séparés en lots. Donc, tout le processus est pour s'assurer que chaque échantillon, si je prends 1 kilo de un puis un deuxième kilo du même, qui sont identiques. Si 2 haldes sont différentes Oui, au point de vue minéralogie, oui. au point de vue résultat, est-ce que ça ne peut pas donner lieu à une concentration d'études vers une halde plutôt qu'une autre, qui peut être plus nocive à l'environnement? Je suis pas sûre de comprendre la question. En fait, si on dit, je ne sais pas, si la LDA de la Minikin par rapport à celle de l'autre, c'était quoi, BC? Oui. Si cette halde-là a plus de résidus amiantés qui sont lixiviés Oui. par rapport à celle de BC. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas dire, bon, ben, concentrons-nous sur cette mauvaise halte-là ou plus mauvaise halte? C'est une bonne question. Ce qu'on constate jusqu'à maintenant, c'est que les résultats sont quand même similaires pour les deux sites. Donc, ça serait vraiment de voir est-ce qu'il y a une des algues qui a un contaminant qui est particulièrement toxique qu'on voudrait focusser. Je sais qu'il y a des travaux, tu sais, Grosbec fait beaucoup de travaux. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits pour stabiliser tout ça aussi, pour essayer de limiter l'apport en résidus miniers dans les cours d'eau. Mais oui, ça pourrait être une façon de prioriser, si on veut, tu sais, vers où on focus les travaux en priorité. J'ai une autre question en ligne. Est-ce qu'il existe des informations sur la reproduction des poissons dans la rivière Bécancour? Diminution, augmentation ou malformation des espèces vivantes dans l'eau? C'est une bonne question, mais je n'ai pas la réponse. Il y a peut-être des gens qui. Il y a un projet en cours actuellement avec l'INRS, Oui, avec Patrice
Patrice Couture. Couture, oui, exact. Sur une étude Écotoxicité, oui. C'est en marche actuellement. OK. Bon, ben, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Fait qu'on devrait avoir des réponses dans le futur à cette question. Je vais t'en poser une bonne. Oui. Il y a plusieurs mines dans le Fayette Pennington là, qui va de la mine Flintcott à aller jusqu'à la mine Carey. Puis il y a le groupe des mines qui ont exploité les stockworks mine BC, mine Lake, mine Beaver. Là, vous avez choisi 2 mines qui plus dans des gros stockworks là, mais est-ce que vous avez envisagé d'étudier les mines du Fayette Pennington ou vous étiez vraiment limité dans le nombre d'échantillons? Ben, on était limité dans le nombre d'échantillons, puis aussi, on voulait vraiment se concentrer sur des haldes qui étaient à proximité du cours d'eau. C'est ça qui a orienté notre choix de on s'en va vers quoi. On avait discuté, ben, comme je l'ai mentionné, avec les gens du Gros-Bec qui connaissent bien le milieu. Ils nous avaient suggéré 3 sites. Donc, on en a sélectionné 2 dans les 3 qui nous avaient dit qu'ils seraient bien là, pour faire ces travaux-là. Donc, c'est comme ça qu'on a sélectionné. Mais tu sais, après, selon les résultats qu'on a, rien n'empêche que dans un projet futur, on pourrait reproduire ces essais-là pour d'autres haldes à résidus miniers pour voir est-ce qu'on a une signature chimique qui est différente dans les autres haldes à résidus. Okay. Ah, on a une autre question. Ouais. Oui, bonjour. Lorsque vous parlez de lixiviation en laboratoire, est-ce que vous accélérez un processus naturel? C'est un peu ça l'idée des cellules humides. C'est pour ça on ajoute de l'eau. L'eau qu'on ajoute, ben, c'est sûr, c'est de l'eau déionisée qu'on produit en laboratoire. On prend l'eau du robinet qu'on va déioniser, puis qu'on va. Donc l'eau qu'on utilise, puis on l'a vu dans le graphique, là, il y a déjà une variation initiale en pH de l'eau, mais ce qu'on va retrouver ou probablement aussi dans la nature. Là, j'ai complètement oublié la question. Non, je vais vous donner par exemple, si vous faites la lixiviation avec un acide. Oui. Là, vous allez découvrir tous les métaux qu'il peut y avoir dedans. Vous semblez le faire de toute façon, là. Ben, parce que les métaux qu'on voit là, c'est les mêmes métaux que Alliance Magnésium ou Magnola ont calculé pour savoir si la rentabilité de leur mine. Mais moi, je suis surpris que dans les lacs, une fibre de chrysotile se dispense, qu'elle émette quoi que ce soit, parce que dans l'eau, à ma connaissance, ça ne bouge pas, c'est neutre. C'est l'eau qu'on utilise, c'est l'eau normale déionisée. On ne l'a pas acidifiée, puis on n'a pas modifié le pH de l'eau. Donc, c'est vraiment un essai. L'essai en cellules humides, c'est vraiment pour reproduire autant que possible le processus qui se font naturellement. Puis c'est accéléré dans le sens qu'on impose un cycle humide, un cycle sec, puis une lixiviation. Donc, c'est accéléré dans ce sens-là. Mais ce n'est pas accéléré dans le sens qu'on va forcer une lixiviation acide. Parce que si on force la lixiviation acide, par exemple, ben oui, ça va probablement être les mêmes, mais les concentrations vont être très différentes. Si je faisais une lixiviation basique, ben, ça serait d'autres éléments aussi qui sortiraient. Donc, c'est ça qui va jouer. Les concentrations seraient plus importantes. Donc là, c'est fait en milieu autant que possible neutre pour voir naturellement qu'est-ce qui sort. Quand est-ce que ça sort? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se mettre à sortir 6 mois plus tard? T'sais? Est-ce qu'il y a, puis dans le temps, à quelle vitesse est-ce que ça sort? Donc, c'est ça l'objectif de ces essais-là. Merci. Stéphane avait une question en ligne. On dépasse un petit peu le temps. Donc, je prendrai les deux, la question en ligne, la question en présence. Puis après ça, si vous avez d'autres questions, les personnes qui sont présentes, vous pourrez rester pour les poser à Claude. Donc, rapidement, ici, j'ai la question. Pourquoi les compositions chimiques en magnésium, fer, silicium et autres éléments chimiques changent d'une semaine à l'autre en dents de scie, au bas, au lieu d'une réduction avec le temps? Bien, on voit la tendance, c'est quand même une réduction avec le temps. Pour certains éléments, il va falloir pousser l'analyse
et l'interprétation plus profondément pour voir est-ce qu'il y a des liens qu'on peut faire entre l'eau qu'on a mis versus le résultat qu'on a. La tendance globalement est à la baisse. Le dent de scie peut être causé parce qu'on est quand même près de la limite de détection dans bien des cas. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, c'est juste que c'est inférieur à la limite de détection qui est rapportée par le laboratoire. Donc, ça peut jouer aussi dans l'apparence des résultats. Et qui avait levé? Ah, c'est ici. Si je prends le lac à la truite d'Irlande, il a été ensablé, envasé lors de la vidange du lac Noir de 50 cm. Et au cours des 10 dernières années, l'ensablement a été de 30 cm, donc qui fait un total de 80 cm. J'aurais pensé que vous auriez pris des échantillonnages dans le lit de la rivière ou du lac pour voir l'impact aquatique comme tel. Mais là, les échantillonnages sont sur les algues. Oui. Ils ne sont pas déjà dans le milieu aquatique. Exact. Alors, est-ce que ça aurait été bien de prendre des échantillonnages dans le lit de la rivière ou du lac? Possiblement. Ça aurait été d'autres essais. Ce n'est pas des essais qu'on aurait pu faire en cellules humides. Là, on essayait de reproduire le processus d'érosion naturelle. Donc, voir naturellement, puis veut pas, les algues à résidus, il y a, avec les saisons, avec les conditions météo, il y a un apport constant. Puis, comme je l'ai mentionné, il y a 500 millions de tonnes quand même qui est entreposé. C'était ça d'essayer de voir quelle est la contribution potentielle de tout ça au cours d'eau. Pour les travaux en sédiments, je sais qu'il y a déjà eu des travaux qui ont été faits sur des sédiments. Donc, ça a déjà été traité. Peut-être pas dans toute son ampleur. Je sais que le ministère a fait des travaux là-dessus aussi. Donc, ça a quand même déjà été traité. Puis, ça serait de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour poursuivre ces travaux-là. Mais dans le cadre de ce projet-ci, ce n'était pas prévu là, dans les travaux. Donc, ben, merci tout le monde. Merci de votre participation. Puis, on peut faire une bonne main d'applaudissements avec l'autre. Donc, ben, merci d'être venu. Puis, je vous libère à l'instant, là, étant donné qu'on a dépassé un petit peu le temps. Merci. Bonne journée.